C'est une enquête édifiante. Natacha Hadjadji et Olivier Tesquet racontent dans un livre comment les technofascistes, comme ils les appellent, ont pris le pouvoir aux États-Unis. Alors, qui sont les nerds de l'apocalypse, comme l'indique le titre? Quelle est leur influence et quels sont leurs objectifs? Nous allons poser ces questions aux auteurs de cet ouvrage publié aux éditions Divergence. Bonsoir Nastasia Hadjadji, soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes journaliste, chroniqueuse, spécialiste de l'économie numérique. Vous copilotez la newsletter Critique Sainte-Mée. Vous réalisez notamment des reportages pour l'émission Track sur Arte. Avec nous également donc le co-auteur Olivier Tesquet. Bonsoir, bienvenue également à vous. Vous êtes journaliste à la cellule enquête de l'hebdomadaire français Télérama, spécialisé dans l'impact de la technologie sur la société. On commence avec l'actualité évidemment et l'assassinat de Charlie Kirk. Et pour cause, vous parlez de lui dans votre livre, on va le voir. Il a donc été tué lors de ce rassemblement dans l'Utah. Qui était-il au juste ? Alors Charlie Kirk était un influenceur américain, ultra conservateur, assez proche, voire très proche de Donald Trump, qui là d'ailleurs lui a rendu un hommage très appuyé après son assassinat. Et en fait, il s'est fait connaître ces dernières années parce qu'avec son organisation, qui s'appelle Turning Point USA, il faisait une espèce de tournée des campus où il venait à la fois il venait au contact, en fait, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il avait installé sa petite tente où il y avait écrit « Donnez-moi tort ». D'ailleurs, c'était la même tente qu'on apercevait sur les images hier. Et les gens venaient débattre avec lui. Alors parfois, c'était des gens qui étaient d'accord, et puis souvent, c'était aussi des étudiants qui étaient en désaccord profond avec lui, qui avaient des pancartes hostiles, qui s'opposaient à sa venue. Et c'était une sorte de duel un peu comme ça rhétorique, dont il sortait inévitablement vainqueur, les choses sont ainsi faites. Et sa fonction, sa mission était d'amener sur les campus universitaires, qui, pour nos technofascistes, sont un lieu de fabrication des élites libérales qu'il faudrait éradiquer. Pour les remplacer, pour en imposer de nouvelles, vous dites que son objectif, c'est donc de remplacer ces élites par d'autres, ses préférés à ses yeux. Et vous dites la méthode n'hésite pas à être brutale, comme en témoigne un mail reçu par une professeure de mathématiques de l'Illinois, Catherine Prendergast. Alors, c'est pas lui qui écrit le mail, Charlie Kirk. N'oublie pas, chérie, que le dictateur cambodgien Pol Pot a d'abord tué des professeurs d'université. Oui, c'est un élève qui a envoyé ça ? Oui, parce qu'en fait, l'une des fonctions de cette organisation, c'est qu'il liste des professeurs qui sont considérés comme des ennemis, puisqu'on est toujours dans cette rhétorique de la désignation de l'ennemi, donc des professeurs trop progressistes. Et évidemment, quand on est dans cette politique comme ça qui consiste à identifier, désigner des coupables, ça amène de la violence ou de la menace. Et donc, on avait ce genre de mail. On peut imaginer, ça c'était sourcé d'un reportage du Monde, on peut imaginer qu'il y en a beaucoup d'autres. Et donc, il a péri quelque part par là où il a péché, entre guillemets. Oui, justement, son dernier mot, c'est violence avant d'être assassiné. Et il disait, Charlie Kirk, que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour le défendre, le deuxième amendement. Donc, il s'agit bien entendu du port d'armes. Qu'est-ce que cela nous dit, selon vous, de ce courant, ce qui se passe aujourd'hui ? Ça dit plusieurs choses, même si effectivement ça n'a pas un trait direct avec notre livre, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que, il dénonce la violence politique. Enfin, les commentaires que l'on peut lire dénoncent la violence politique, sans épiloguer sur la mort de Charlie Kirk. Moi, je voudrais quand même rappeler quelques faits. Les États-Unis se sont quand même constitués sur la base d'une forme de violence politique, puisque c'était toute cette dimension de conquête qui s'est faite de manière territoriale, mais aussi au prix de l'éradication des populations autochtones. Que la violence politique, c'est aussi quand même un des traits des empires, notamment dans la dimension coloniale, mais aussi des régimes autoritaires et des régimes fascistes. Et c'est là qu'on va peut-être pouvoir trouver un pont avec le sujet de notre livre, qui est de dire aujourd'hui qu'en fait, cette violence politique, elle est précisément aussi instrumentalisée par les technofascistes que l'on décrit, technofascistes qui sont aujourd'hui principalement des figures d'entrepreneurs, non pas des personnes élues, et qu'elle est souvent instrumentalisée dans un sens qui est on va l'exercer sur des populations qui sont désignées comme ennemies, que ce soit les immigrés. On pourra peut-être parler du rôle de la milice politique de l'ICI, qui aujourd'hui, il nous semble, une des manifestations très concrètes de ce technofascisme, donc une milice politique perfusée à des technologies de surveillance, qui va venir comme ça opérer des rafles au sein de populations de façon arbitraire, souvent à partir d'un profilage algorithmique. On a pu voir ces images assez sinistres de personnes encagoulées qui vont arracher des personnes qui sont perçues comme migrantes et illégales sur le territoire américain, les sortir de leur voiture. Donc voilà, il y a une violence politique qui est
qui préexiste finalement. Pour Donald Trump, en tout cas, Charlie Kirk est un martyr de la liberté. Il annonce qu'il recevra la plus haute distinction civile américaine à titre posthume. Anastasia Hadjadji a commencé à esquisser le portrait de ceux que vous appelez justement les nerfs de l'apocalypse. Qui sont-ils au juste ? Alors c'est vrai que ces derniers mois, il y en a un qui a un peu pris toute la lumière, qui était Elon Musk, parce qu'il avait ses fonctions dans l'administration américaine. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre un peu de lumière sur des personnalités qui sont à la fois influentes, mais un peu plus dans l'ombre, moins médiatisées, moins immédiatement visibles. On peut citer par exemple Peter Thiel. Moi, je trouve Peter Thiel est probablement aujourd'hui une personnalité plus influente qu'un Elon Musk. Alors, il a moins d'argent, il n'a pas la même surface financière, ça reste un petit milliardaire, entre guillemets, quelqu'un qui a... Pourquoi il est plus influent ? Mais il est plus influent parce que, si vous voulez, il y a deux exemples pour ça. Le premier, c'est que Peter Thiel, à la différence d'un Musk et d'autres, est quelqu'un qui a laissé pas mal de traces. C'est-à-dire, il a beaucoup écrit sur son projet politique, qui est de s'affranchir de la politique. Et donc Peter Thiel, depuis des années, a écrit sur la nécessité de sortir de la démocratie représentative, qui finalement serait le mal absolu et l'ennemi de l'exercice souverain du pouvoir par les individus. Donc c'est un libertarien et qui veut que tout fonctionne hors de tout état de droit. Et pendant longtemps, il était vu comme l'anomalie de la Silicon Valley. C'était l'argentier conservateur, mais il jurait un peu. D'ailleurs, il n'était pas très à l'aise dans cette Silicon Valley qu'il décrivait comme outrageusement démocrate. Puis ensuite, là où je dis que c'est quelqu'un de particulièrement influent, c'est qu'aujourd'hui, le vice-président de Donald Trump, J.D. Vance, est une fabrication, mais quand je dis fabrication, c'est comme un produit manufacturé de Peter Thiel. C'est un ancien salarié de Peter Thiel, il a travaillé pour l'un de ses fonds d'investissement. Il a été financé par Peter Thiel, c'est-à-dire quand il a été élu dans l'Ohio, c'était grâce à un don assez généreux d'une dizaine de millions de dollars de Peter Thiel. Et aujourd'hui, s'il a été imposé comme ça à Donald Trump, parce que le mariage n'allait pas forcément de soi, on rappelle que J.D. Vance avait qualifié Trump de American Hitler, donc de Hitler américain, en 2016. Donc l'union était un peu contre de l'eau à couler sous les ponts, on va dire. Mais il a réussi à le faire. Et aujourd'hui, J.D. Vance est probablement l'individu qui, dans l'administration américaine, est à la jonction de la tectonique des plaques de tous ces conservatismes qui parfois sont rivaux les uns des autres. Avant d'écouter un peu plus tard Elon Musk justement sur cette volonté de s'affranchir de l'État et de l'administration et de ce qu'il appelle d'ailleurs, on l'entendra, la bureaucratie, il y a déjà des projets concrets, on parle de cet homme, il y a des concrets de créer des îlots en mer où on est dans un entre-soi, avec quelles règles ? Alors effectivement, la matrice sécessionniste fait partie intégrante du projet technofasciste. Cette matrice sécessionniste, on peut l'avoir de deux manières. Il y a un ferment un petit peu plus utopiste, qui sont en fait ces tentatives d'aller conquérir de nouveaux territoires, que ce soit sur la mer, donc c'est le seasteading, ça s'appelle comme ça, ou alors de nouvelles conquêtes territoriales en se posant là et en négociant à la façon de Villa-Charte ou de zone économique spéciale le droit d'exister et de créer son petit mode de gouvernance privée qui fonctionnerait selon les principes du libre marché. Donc ça, c'est vraiment la version utopiste, mais qui existe déjà aujourd'hui de façon très matérielle dans le monde. Je parle dans le livre notamment de la presqu'île du Roatan, où se situe une petite utopie libertarienne baptisée Prospera. Le deuxième mouvement, qui semble-t-il est aussi politiquement dangereux, ce serait une forme de sécession de l'intérieur, une sécession endogène, qui passe encore par l'établissement de ces zones économiques spéciales, donc de zones d'enclave qui dérogeraient au droit fédéral. C'est le projet, par exemple, de Donald Trump d'établir des Freedom Cities sur le territoire fédéral américain, donc des zones économiques spéciales, qui seraient comme ça des négatifs de l'État fédéral, des zones où l'État de droit précisément fédéral ne s'appliquerait pas. Et la multiplication de ce que Curtis Yarvin, qui est une autre figure centrale du livre, nomme le patchwork, aboutit à cet effet de fragmentation qui est à même, par effet de système, à la manière des termites qui rongent un meuble, eh bien de faire s'effondrer ou en tout cas de fragiliser les structures. Alors lui, il s'intéresse à Gaza aussi, cet homme que vous avez cité.
Curtis Yarvin, c'est un personnage particulier. Donc lui, à la différence de Thiel, qui est un multi-investisseur, c'est un informaticien. Donc il a plutôt vraiment ce profil-là. C'est un informaticien qui est devenu, au fil des années, à partir d'un blog qu'il a abondamment nourri, une forme d'éminence grise, éminence noire de la Silicon Valley. Et c'est l'un des premiers, effectivement, dans ses écrits, qui sont volontiers obscurs, à avoir établi théorisé un certain nombre des concepts qui sont aujourd'hui repris, notamment par Trump. Et il est à l'origine, Yarvin, avec son idée de patchwork que je viens de mentionner, d'un sinistre projet dont il a commencé à parler dans les années 2020, qui était de faire de Gaza, de ce territoire, une ville du futur tokenisée, finalement, en donnant des tokens à ses habitants pour qu'ils cèdent leur souveraineté territoriale, qu'ils aillent s'établir, je le cite, dans des tentes au Mozambique, par exemple, afin que cette enclave connaisse un destin différent. Et on voit... Il y a eu cette vidéo du projet de Riviera du Moyen-Orient de repris Donald par Trump, mot pour mot, quasiment, c'est du Yarvin. Ouais. On va écouter Elon Musk et on va voir pourquoi c'est très parlant. C'était au mois de janvier, après l'investiture de Donald Trump, dans le bureau Oval à la Maison-Blanche. Il y a un quatrième pouvoir non élu et anticonstitutionnel qui est la bureaucratie et qui a actuellement d'une certaine manière plus de pouvoir que n'importe quel représentant élu. Et ce n'est pas ce que veut le peuple. Réduire les dépenses fédérales n'est pas une option, c'est essentiel. Il est essentiel que l'Amérique reste un pays solvable. Et il est essentiel que l'Amérique ait les ressources nécessaires pour fournir à ses citoyens ce dont ils ont besoin et non pas uniquement rembourser de gros montants de dettes. Voilà, il s'exprime presque dans sa petite entreprise. Là, la Maison-Blanche est devenue une entreprise libertarienne. Surtout, c'est assez rigolo d'entendre Elon Musk gloser sur la bureaucratie non élue quand il exerçait avec ce département de l'efficacité gouvernementale où Trump l'avait placé, une fonction où il n'était absolument pas élu, où il avait par ailleurs un statut tout à fait inédit et spécial qui l'obligeait pas à rendre de compte, notamment sur ses multiples conflits d'intérêts avec l'administration. Ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que là c'était dans la séquence où vraiment Musk était le bras droit de Trump. D'ailleurs, on n'était pas fâché. Des séquences très étranges où il y avait Musk qui prenait la parole comme ça dans le bureau ovale et Trump accoudé à son bureau qui l'écoutait. C'est assez bizarre d'avoir Trump comme ça relégué, quasiment figurant de sa propre pièce. C'est symbolique du courant que vous décrivez qui prend le pas sur le politique. Qu'on voit à l'écran, c'était vraiment très emblématique de ça. Et ce que Musk a mis en place avec le département de l'efficacité gouvernementale, alors évidemment, il va dire c'était pour rationaliser l'État, couper la dépense publique, etc. C'était détricoter l'État social. C'est-à-dire que quand on regarde où ça a été taillé, c'est l'USAID, l'aide extérieure, c'est le département de l'éducation, c'est la régulation bancaire, ce qui n'est pas complètement la santé aussi notamment. Hasard, c'est la santé, etc. Pardonnez-moi le temps file, on n'a pas prononcé encore ce mot, cette expression, ce site prestigieux, la Silicon Valley, longtemps perçu comme un bastion progressiste. Pourquoi ça a basculé? Comment? Quand? Alors, l'objet de ce livre, qui fait écho à d'autres travaux, je pense très importants, notamment le travail de l'historienne Sylvie Laurent, qui a écrit un petit livre qui s'appelle La contre-révolution californienne, dans lequel elle tord le cou à cette idée qui est bien ancrée pourtant que la Silicon Valley serait historiquement un terrain de progressisme et uniformément, j'ai envie de dire, démocrate. Il y a une réalité de la sociologie du vote qui fait que la plupart des travailleurs de la Silicon Valley votent démocrate, c'est un fait. En revanche, ce qu'on observe, c'est que quand même les personnes qui sont à la tête de ces entreprises, de plus en plus, prennent à leur compte un discours radicalement libertarien, voire volontiers anarcho-capitaliste, et se sont ralliés dans la plus grande des servilités. On a vu il y a quelques jours des images d'un dîner qui était presque stalinien dans sa mise en place, où chacun allait un petit peu baiser la main de Monsieur le Président. Et voilà, donc outre ce signal un petit peu fort et très, très puissant d'un pseudo-ralliement, ce que Sylvie Laurent montre et ce qu'on explique aussi, c'est qu'il y a historiquement dans cette Silicon Valley des ferments d'une radicalité politique sur lesquels on ne s'est pas trop attardé en fait. Il y a historiquement une forme de collusion entre certaines élites et le parti libertarien, donc cette idée qu'il faille véritablement réduire l'État à une fonction purement d'orchestration et laisser les marchés libres orchestrer la société, sans entrave, favoriser l'innovation. Et vous avez également des figures très très conservatrices qui ont très tôt émergé dans cette Silicon Valley, et notamment des figures qui faisaient la promotion de pensées eugénistes, voire racialistes. L'université de Stanford est un exemple. Merci beaucoup Olivier Tesquet, merci beaucoup Nastasia Hadjadji. Il y a plein d'autres exemples, Brian Johnson et sa quête d'immortalité qui refuse de vieillir. Une enquête passionnante donc aux éditions Divergence. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.